Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors Jean-Nicolas Stofflet est aussi un de ces chefs vendéens qui était roturier. Lui, il n'est pas du tout vendéen à l'origine, il est de Lorraine, il est dans le village de Barthélémont en 1753 et très jeune il s'est engagé dans l'armée royale, le régiment de Lorraine Infanterie à 17 ans. Et en fait il s'est installé dans l'ouest puisqu'il est devenu garde-chasse du comte de Colbert-Molévrier, donc village de Molévrier près de Cholet, donc on est au sud du Maine-et-Loire. Et donc son maître part en émigration au moment de la Révolution et lui reste sur les terres de son maître. Il reste fidèle donc à la famille de Colbert-Molévrier. Et quand l'insurrection arrive en mars 1793, on est vraiment dans le foyer donc, de l'insurrection. Il va être un des premiers chefs à prendre en main l'insurrection et il va se diriger donc, sur Cholet le 14 mars 1793 et il va croiser Jacques Catinot, donc, qui avait le même projet sans concertation. Il y a eu cette révolte spontanée qui est arrivée un peu partout dans le territoire de la Vendée militaire. Et Stofflet donc, a été un de ses premiers chefs avec Catinot. Donc tous les deux étaient des roturiers, donc ça montre qu'au départ c'est vraiment une origine populaire et non pas aristocratique. L'insurrection vendéenne est vraiment populaire. Et c'est après que les nobles vont intervenir. Donc Stofflet va être un chef parmi d'autres et c'est progressivement, puisqu'il va survivre à la plupart des autres chefs vendéens et qu'il va se distinguer, il va survivre à la virée de Galerne puisqu'il va réussir à traverser la Loire. Donc là on est en décembre 1793, à la fin de la virée de Galerne, il va réussir à traverser la Loire avec Henri de la Roche-Jacquelin. Henri de la Roche-Jacquelin à ce moment-là, qui a 21 ans, est le généralissime de l'armée catholique et royale et donc Stofflet est un de ses lieutenants, alors que Stofflet a 20 ans de plus que M. Henri. Ils vont devenir très proches donc, à la suite de cette virée de Galerne, puisqu'ils sont quasiment les seuls survivants de cette virée de Galerne, avec une poignée d'hommes. Et donc il va suivre M. Henri pour les quelques jours qui lui restent à vivre, où ensuite donc, la Roche-Jacquelin sera tué lors d'une embuscade à Noyers. Et Stofflet, qui avait vraiment développé des liens d'amitié très forts, quasi filiales avec M. Henri, va être considérablement meurtri donc, par cette perte. Et il va exiger des soldats présents de sabrer le visage de M. Henri pour qu'il ne soit pas reconnu par les républicains qui voulaient envoyer sa tête à la Convention. C'est à partir de là que Stofflet émerge, puisqu'il va commander les Mauges, puisqu'il est l'un des seuls survivants de la virée de Galerne. Et c'est pour cela qu'il va rencontrer Charette et les autres chefs vendéens rescapés qui vont se retrouver au château de la Boulay, à Trèsevant, près des Herbiers, où ils vont prêter serment. Donc Stofflet retrouve Marigny, Sapineau et Charette, qui vont prêter serment dans ce château de la Boulay.
Et en fait, Stofflet il y a toujours eu des rivalités entre les chefs vendéens et il va se faire connaître parce qu'il va avoir un rôle dans l'exécution de Marigny à qui on reproche de ne pas avoir été présent à l'un des combats, celui de Chaudron-en-Mauges, et Marigny va être fusillé. Et donc Stofflet est peu apprécié des hommes de Marigny qui le considèrent comme un traître. Et parmi les hommes qui sont dans l'entourage de Stofflet, on trouve l'abbé Bernier qui a eu un grand rôle, qui est le curé de Saint-Lô d'Angers, et qui a un rôle assez décrié puisque ce même abbé Bernier on va considérer qu'il a eu un rôle dans l'arrestation de Stofflet qui va survenir quelques mois plus tard. En 1795 intervient la pacification de la Vendée, Charette signe un traité de paix à la Jaunais le 17 février, Stofflet va continuer encore le combat jusqu'au 2 mai, et le 2 mai 1795 il signe un traité avec les Républicains à Saint-Florent-le-Vieil, et donc pendant quelques semaines la Vendée est totalement pacifiée, mais Charette va reprendre rapidement les armes, et Stofflet lui va attendre le mois de janvier 1796 avant de reprendre les armes, et en fait ça va durer très peu de temps puisqu'il va être capturé donc au village de la Saugrenière, c'est à côté de Chemillé, donc on est au cœur des Mauges. Et justement, l'abbé Bernier que j'évoquais tout à l'heure a eu un rôle trouble puisqu'on le suspecte d'avoir livré Stofflet. La capture de Stofflet est véritablement épique. Il est en train de dormir. En pleine nuit, on vient le réveiller et les soldats républicains tombent sur lui. Il se bat à main nue en fait, contre les républicains qui l'environnent. Ses habits sont déchirés, il est quasiment nu et en fait il est arrêté à ce moment-là et il est emmené pieds nus jusqu'à Angers avec les quelques hommes qui restaient autour de lui. Donc là on est le 24 février 1796 et il va être emmené à Angers, très rapidement jugé, il va être fusillé donc, devant le château d'Angers. Il y a cet épisode qui est connu face au peloton qui se dresse face à lui. Stofflet s'adresse aux soldats en disant « Y a-t-il un Lorrain parmi vous ?» Et un des soldats républicains dit « Oui, je suis Lorrain ». Et Stofflet lui confie sa montre à gousset et il dit « Tenez, je vous le donne en mémoire de moi ». Et puis avec ses compagnons, donc, ils font face bravement, courageusement au peloton d'exécution et Stofflet crie « Vive le roi quand même !» Et donc c'est comme ça qu'il est exécuté, donc le 25 février 1796. Et Stofflet en fait est l'avant-dernier grand chef vendéen à être tué. Et le dernier, bien sûr, ce sera Charette. Alors le caractère de Stofflet, contrairement à beaucoup d'autres chefs vendéens qui font souvent preuve de mansuétude, Stofflet est un chef vendéen dur, il est craint mais aussi respecté de ses hommes. Il y a notamment un épisode lors d'une bataille, les Vendéens sont en train de battre en retraite et Stofflet empêche cette retraite de se faire en fait en bloquant l'entrée d'un chemin creux où il sort son pistolet et il menace de faire sauter la cervelle à celui qui voudrait battre en retraite. Donc il est un chef vendéen beaucoup plus dur que les autres et donc c'est lui qui, comme je disais, ne va pas hésiter à envoyer des soldats. Alors ce sont des déserteurs allemands qui combattaient sous ses ordres donc pour faire exécuter Marigny, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette exécution de Marigny, en fait, elle est très importante dans les guerres de Vendée, non seulement parce que c'est le seul chef vendéen qui va être exécuté par les Vendéens, mais aussi parce qu'il va y avoir donc un mouvement de dissension dans le nord des Deux-Sèvres, qui était le fief de Marigny. Les Vendéens vont refuser de servir sous les ordres de Stofflet, et donc ils vont rentrer en dissidence au moment du Concordat, qui sera signé par Napoléon en 1801 avec la papauté. Pourquoi? Parce que l'abbé Bernier, on évoquait tout à l'heure, qui était un des proches de Stofflet, donc qui a eu un grand rôle dans l'exécution de Marigny, va être un des plénipotentiaires envoyés par le premier consul pour signer le Concordat. Donc les hommes de Marigny, donc les gens du nord des Deux-Sèvres, vont refuser de reconnaître ce Concordat, non seulement parce qu'il y a eu le rôle de l'abbé Bernier, mais aussi parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à une église qui reconnaissait la Révolution française. En 1790, les Vendéens avaient refusé la constitution civile du clergé. Ils ne pouvaient pas, 10 ans après, accepter un concordat où les termes étaient quasiment équivalents, puisque à partir de là, les prêtres deviennent salariés de l'État et reconnaissent la République française. Sachant que le pape Pie VI avait condamné la constitution civile du clergé, qu'il l'avait déclarée schismatique. Donc les Vendéens ne pouvaient pas accepter le concordat de Napoléon, en tout cas une partie des Vendéens. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le mouvement dit de la Petite Église. Ce sont ces dissidents qui refusent de reconnaître le concordat, d'autant plus qu'ils sont restés dans un rite gallican qui reconnaissait l'autonomie du clergé français par rapport à Rome.
Et sachant que pendant le Concordat, Pie VII le Concordat était l'occasion pour le pape de reprendre la main sur le clergé français, puisqu'il a fait 2 brefs pontificaux pour ordonner au clergé d'Ancien Régime de se démettre de ses fonctions, de démissionner. Ce qui était impensable, surtout pour le clergé français gallican, puisqu'un pape n'avait pas le pouvoir de rompre la chaîne de succession apostolique. Donc c'est pour ça qu'il y a le mouvement de la Petite Église qui va être important au début du XIXe siècle, qui va être aussi présent dans le Lyonnais, en Belgique aussi, mais principalement en Deux-Sèvres. Et encore aujourd'hui, le mouvement de la Petite Église existe encore. Il y a à peu près 3000 fidèles qui descendent de la Petite Église. Le problème, c'est que c'est un mouvement qui a perdu de l'importance, puisque au milieu du XIXe siècle, tous les évêques qui étaient de la Petite Église sont morts, et les prêtres aussi. Il n'y a pas eu de succession. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelles ordinations au cours du XIXe siècle. Donc petit à petit, le clergé, au fur et à mesure qu'il mourait, donc il n'était pas renouvelé. C'est pour ça que la Petite Église, les disciples de la Petite Église se sont renfermés sur eux-mêmes, et aujourd'hui encore, ils célèbrent le culte sans prêtre. Donc ce sont des laïcs qui célèbrent le culte, soit dans les familles, soit dans des chapelles privées. Mais malgré le fait que le Concordat a été révoqué en 1905, ces dissidents n'ont jamais rejoint l'Église catholique. Ils sont restés indépendants, et c'est pour ça que notamment en Deux-Sèvres, on peut voir des cimetières catholiques et des cimetières dissidents. Ils n'étaient pas enterrés dans les mêmes endroits. C'est vraiment devenu 2 religions différentes. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France!